Bonjour à tous et bienvenue sur notre webinaire aujourd'hui. Je suis accompagné de Alexandre. On va co-présenter aujourd'hui. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors on va se présenter dans 2 secondes, mais aujourd'hui on parle de quoi? On parle de mobilité. Avec un joli titre, Maîtriser les mobilités internes, de l'identification du potentiel à la prise de poste. Le sujet de la mobilité est vaste. Bien sûr, on couvrira pas tous les angles de la mobilité, mais l'idée, c'est d'aller avoir des discussions justement autour de ce sujet, de son importance, de ce qu'on a vu bien fonctionner, ce qui peut être des challenges, etc. Et donc aujourd'hui, avec Alexandre, qui est fondateur chez Workello et moi-même fondateur chez Elevo, on va avoir un peu ce regard croisé. On a préparé ce webinaire. J'ai pas mal de questions à poser à Alexandre, justement sur son domaine d'expertise autour du sujet. Inversement, Alexandre me posera des questions ensuite. Évidemment, vous aussi, le but, c'est que ça soit très interactif. Donc, vous aussi, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Et puis, on se fera un plaisir de les incorporer dans cette interview croisée. Euh, et sans trop tarder, pour un petit peu aussi vous impliquer dans notre webinaire, on va vous lancer un sondage tout de suite pour vous demander un petit peu et puis qu'on puisse un peu ressentir le pouls. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous freine le plus dans vos mobilités internes? Voilà, le sondage s'affiche. Je vous laisse cliquer sur la réponse qui vous paraît le plus appropriée pour vous. Est-ce que c'est aux côtés du manager? Est-ce que c'est l'identification des potentiels qui est difficile? Ou à aucun process défini alors, ça bouge, ça bouge. On va se laisser 30 secondes un petit peu pour voir où ça va. Euh, on a des réponses qui commencent à arriver. On voit qu'on a un petit peu des réponses partout. On a quand même beaucoup un sujet de manager pas moteur, potentiel mal identifié, où on voit que le sourcing est peut-être un problème. On a aussi le manque de process. Donc tout ça sont des choses intéressantes. Alors, sans plus attendre, moi je vous propose de commencer, mais ne pensez pas que vous êtes en retard si vous avez aucun process ou si vous trouvez que ça marche pas très bien chez vous, parce que d'après un sondage de Mayer Ashline en 2022, 49% des entreprises jugent leur politique de mobilité interne sous-développée. Donc c'est un sujet qui est difficile, mais c'est un sujet qui est extrêmement payant. Les entreprises qui investissent sur ce sujet le récupèrent vraiment au centuple en termes d'engagement collaborateur, en termes de performance et en termes de rétention des collaborateurs. C'est un sujet qui prend du temps à mettre en place, mais qui vaut le coup pour le coup qu'on s'y investisse. Avant qu'on commence, Alexandre, je voulais te laisser un peu plus la parole, du coup, et aussi que tu puisses nous parler de l'entreprise que tu as créée. Oui, Et avec voilà. plaisir. Merci Thibaut pour l'invitation, en effet. Dans la préparation aussi, il y avait un chiffre qu'on avait bien aimé, qui est en complément de celui que tu as cité de Mayer Ashline, qui est aussi le coût du recrutement externe, qui est aujourd'hui 2 fois plus élevé qu'un recrutement potentiellement en interne, ou qu'un parcours en interne. Donc, c'est aussi une source de ROI, en tout cas côté RH, qui est assez importante. Donc, voilà, en ce moment, on sait que peut-être il y a des budgets un peu compliqués à aller chercher côté RH. Bah, du coup, en effet, miser sur la partie mobilité interne, c'est aussi un investissement intéressant. Donc, en effet, moi, j'ai cofondé Workello. Donc, Workello, nous, on a une solution digitale qu'on met à disposition des entreprises. Et l'objectif pour nous, en fait, d'accompagner en fait chaque collaborateur dans la mobilité, dans le moment qu'il est en train de vivre. Donc, on a commencé par accompagner le onboarding de notre côté, donc l'arrivée du collaborateur dans l'entreprise une fois qu'il a été recruté. Et un des cas d'usage qu'on a aussi le plus développé, c'est la partie mobilité interne. En gros, l'idée, c'est une fois que le collaborateur eh bien, est validé sur son nouveau poste, eh bien, comment on l'accompagne pour faire en sorte que sa mobilité se passe au mieux. Et donc, c'est aussi avec cet angle-là que je vais essayer de vous donner un petit peu de contexte. Aujourd'hui, on a à peu près un peu plus de 200 clients maintenant de notre côté, des entreprises PME, ETI, mais aussi grands comptes. Et là où on va pouvoir nous accompagner justement grâce à notre outil des entreprises, ça va être sur faire en sorte de déclencher la mobilité interne une fois que le collaborateur a été validé sur son poste. En tout cas, je suis ravi d'être avec toi, Thibaut, aujourd'hui pour parler de ce sujet-là, parce qu'on entend de plus en plus parler de notre côté
dans les cas d'usage. Et puis, je pense qu'on a une bonne complémentarité aussi d'expérience et d'expertise à travers nos offres. Voilà. Exactement. D'ailleurs, il se trouve que on est des sociétés qui ont été lancées à peu près dans les mêmes années. Un lancement commercial en 2017 chez Workelo, 2018 chez Elevo. Donc vraiment, on est un peu dans la même veine de ces HR tech beaucoup plus modernes dans leur expérience utilisateur. C'est d'ailleurs ce qu'on met en avant respectivement. Nous, Elevo, on est une talent suite, donc on va être concentré plutôt sur la partie gestion du talent, donc gestion de la performance avec les entretiens annuels, les objectifs, feedback, gestion du développement avec gestion des plans de formation, des demandes de formation, compétences, carrière, gestion de l'engagement des collaborateurs avec les sondages. Et tout récemment, puisque c'est notre dernier produit que nous venons de sortir, la gestion et le pilotage de la rémunération, politique salariale, campagne de rémunération, etc. Vaste sujet aussi, mais qui est moins rattaché à nous. Pourquoi la mobilité nous touche beaucoup à travers les solutions qu'on offre à nos clients? C'est qu'il y a un gros sujet d'identification des talents. On l'a vu tout à l'heure, hein, nombreux d'entre vous nous avez dit, il nous manque cette identification des talents pour démarrer une politique de mobilité. Et donc, c'est là aussi, nous, on intervient. Donc voilà, quelques chiffres. On a aussi environ 400 clients. On est présent, pour le coup, majoritairement en France, un petit peu à l'étranger, avec des clients dans tous les secteurs. Euh, Si vous avez suivi l'actualité, vous avez peut-être vu que hier, nous sommes rapprochés du groupe Accessio, ce qui va nous permettre de nous étendre aussi à l'international et dans toute l'Europe dès demain. Donc voilà, donc c'est une expansion pour nous qui est très intéressante. Revenons un peu à la mobilité. Et je propose qu'on attaque direct dans le dur, Alexandre. On va se poser les questions difficiles maintenant. Et je vais te poser la première, du coup. Euh, pour toi, pourquoi est-ce que cette mobilité interne, elle reste encore assez peu structurée dans de nombreuses entreprises? On l'a vu dans le sondage, il y avait une part significative qui disait quand même on n'a pas de politique aujourd'hui. D'où vient un petit peu ce manque un peu de structuration de la mobilité dans les Ouais. entreprises? Alors, en préparant aussi ces sujets et discutant avec nos clients, on a essayé de trouver un petit peu des freins, ou en tout cas des raisons qui faisaient que justement la mobilité interne n'était pas forcément encore structurée. Et en gros, on a trouvé différents grands axes. Le premier axe, c'est des problématiques, on va dire, organisationnelles ou structurelles. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les entreprises n'ont pas forcément travaillé sur la visibilité en interne sur les opportunités de mobilité. Donc là-dessus, il y a un vrai travail potentiellement à apporter pour que les salariés soient informés des postes ouverts en interne potentiellement. Il y a aussi peut-être un sujet, en tout cas des freins organisationnels qu'on a pu trouver sur peut-être l'absence d'un plan de carrière d'une stratégie de gestion des talents. Et donc là, du coup, bon, c'est ce que tu expliquais, Thibaut, sur votre proposition de valeur, mais en effet, il y a encore plein d'entreprises qui ne sont pas encore équipées et qui bah, ne planifient pas forcément activement justement ces parcours en interne, ces plans de carrière. Donc il y a un vrai, je pense, sujet à traiter autour de ça. Un deuxième type de frein qu'on a relevé en plus de celui organisationnel, c'est le frein plutôt culturel, dans le sens où dans certaines entreprises, il y a peut-être une culture autour de la stabilité, il faut rester à un même poste ou évoluer sur le même service. Or, il y a des entreprises qui ont vraiment développé une culture de la mobilité interne et donc une progression sur différents types de postes en interne. Et c'est ça peut-être sur lequel il faut que les entreprises commencent un petit peu à travailler. Et Mm. puis, les managers, des fois, ne sont pas forcément enclins à lâcher peut-être leurs talents, entre guillemets, dans les entreprises. Donc, voilà, il y a aussi casser un peu ces images ou ces a Ouais. priori sur la mobilité interne, c'est un sujet intéressant. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que quand j'ai commencé sur ce sujet RH et dans la mobilité il y a déjà quelques années, j'avais aussi un peu cette appréhension de me dire, mais je comprends pas comment on arrive à avoir un bénéfice net de la mobilité parce que finalement, on enlève une personne d'un côté, donc le recrutement qu'on fait pas à gauche, il faudra le faire à droite. Un manager va devoir laisser partir ses talents. Comment est-ce que ça crée pas de la guerre, etc., dans les équipes, etc. Et en fait, j'ai parlé avec beaucoup de RH qui notamment avaient des politiques de mobilité très fortes. Et j'ai appris beaucoup de choses et pourquoi en fait ça fonctionne. Le premier sujet, c'est qu'en fait, c'est pas qu'on déplace un recrutement, c'est que
on va faire un recrutement au lieu d'en faire deux en principe. Parce que la personne qui suit une mobilité, c'est une personne qui a très très forte probabilité de partir de l'entreprise. Elle est en recherche de progression dans sa carrière, de changement, etc. Et donc, la question pour l'entreprise est plutôt de est-ce que moi, entreprise, je suis capable d'apporter ce changement et cette évolution dans la carrière de mes collaborateurs et de me retrouver à la fin avec un seul recrutement à faire au lieu de deux. Exactement. Et pareil sur la gestion des talents, etc. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui doit s'apprendre. Et je pense que même au niveau des managers, de les aider à comprendre cette importance et la valorisation quand même d'un manager qui permet de faire grandir un collaborateur au sein du groupe plutôt que de finir par le perdre, aussi bon soit-il, c'est un net positif très, 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 très clair. Donc voilà, et c'est vrai que j'étais très dubitatif au début, mais maintenant que je le vois, que je l'entends et que j'ai vu des politiques en action, je vois à quel point c'est efficace. Exactement. Ça répond à la question de Thomas d'ailleurs sur le Oui, chat, qui se demandait pourquoi, puisqu'en fait il faut remplacer la personne, mais ce que tu dis c'est intéressant, c'est qu'en effet, au lieu de faire deux recrutements, puisque la personne potentiellement partirait parce qu'elle n'a pas réussi à évoluer, du coup on n'en fait plus qu'un puisqu'on a fait évoluer la personne du coup sur un nouveau poste. Donc en effet, la partie culture, je pense, c'est un vrai sujet aussi à traiter et ça fait partie du projet justement de mobilité interne, c'est d'accompagner justement ce projet-là et de l'intégrer dans la culture de l'entreprise. Et puis côté culture aussi, il y a des cultures de côté entreprise, mais je pense que dans les freins aussi qu'on peut retrouver, il y a aussi des freins potentiellement individuels côté salarié. Et du coup, dans la culture, il faut aussi pas hésiter à pousser les collaborateurs à prendre potentiellement un risque aussi, ou en tout cas à favoriser potentiellement le fait que les collaborateurs puissent postuler en interne sur des postes ouverts et donc travailler peut-être sur un peu plus de confiance ou d'information qu'on vient pousser sur le sujet de la mobilité interne, du coup, au sein de l'entreprise. Et ça, je pense que c'est un des freins, en tout cas, qu'on peut voir, c'est le frein individuel, la peur du changement ou de l'échec, et du coup, essayer de favoriser justement ce type de mobilité et de dire que on est conscient qu'il va y avoir un ramp-up, on est conscient que tu quittes un poste sur lequel tu es à l'aise, mais sur lequel tu as des chances fortes de réussir, et donc c'est accompagné aussi individuellement. Et donc c'est un des freins, en tout cas, qu'on peut voir et qu'on peut facilement casser en poussant aussi, côté RH, les collaborateurs à se lancer dans ce type de démarche. ouais. Ça, je pense que c'est en effet très important. Euh, je passe à une autre question. Vas-y. Une question qui te concerne pas mal du coup, parce que c'est là où vous avez une proposition de valeur avec Workello de bien accompagner cette transition vers un nouveau job. Et tu l'as dit tout à l'heure, c'est quand on reste dans une entreprise, ça veut pas dire qu'on est forcément mieux doté que quelqu'un qui reviendra de l'extérieur quand le job change complètement. Donc il y a vraiment une phase de je sais, reboarding, re-onboarding, je sais pas quelle est la terminologie la plus adaptée. Ouais. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette importance-là et puis quelles pourraient, à l'envers, être les conséquences d'une mobilité qui, elle, serait mal accompagnée, où on Ouais. dit, bah, ah bah voilà, nouveau poste, super, et puis on laisse couler. Exactement. Ça fait le lien justement avec le frein individuel que j'indiquais sur le fait que potentiellement les collaborateurs ont peur de changer de poste parce qu'ils se disent ouais, je vais devoir, pendant une transition, potentiellement bien récupérer deux postes. Donc là, l'objectif en fait pour nous, du coup, est la conséquence déjà, on va commencer peut-être par la conséquence d'une mobilité mal accompagnée, c'est de se dire que du coup, un collaborateur qui change de poste, donc c'est un collaborateur qui est en contrat dans votre organisation, et du coup, même si bon, il y a des possibilités potentiellement des fois de faire revenir le collaborateur en arrière sur son poste. Bon, en Mm, général, il a souvent été remplacé par un autre collaborateur qui, lui, du coup, a pu prendre le poste. C'est vrai que ça peut entraîner des situations pas forcément évidentes de gestion du coup de ces collaborateurs qui ont passé en mobilité et sur lesquels ça ne s'est pas très bien passé. Donc, du coup, pour justement réduire ce risque voilà, de ratage ou de déception des deux côtés, l'idée, c'est de créer un parcours d'accompagnement, comme on peut l'imaginer sur un onboarding d'un nouveau poste, mais cette fois-ci sur une mobilité interne. Et donc, c'est ce qu'on verra tout à l'heure sur une autre partie, justement pour expliquer un peu comment ça se passe. Mais du coup, il y a, en gros, pour résumer un peu la situation, c'est réaliser un offboarding sur son poste actuel, en fait, et puis réaliser un nouvel onboarding sur son poste, sur son nouveau poste. Et en faisant ça, on vient réduire drastiquement, justement, le risque d'échec sur la mobilité interne. Et puis, on vient aussi rassurer les collaborateurs
sur les potentielles mobilités internes et le fait que ça va se passer bien et que vous vous inquiétez pas, vous allez être accompagné et n'hésitez pas à postuler sur ces postes-là en interne parce que on va vous accompagner et vous serez guidé sur les étapes à suivre. Mm. Ouais, très clair. Et c'est intéressant. Et du coup, dans Workello, c'est exactement ce que vous fournissez, du coup, ce format à travers l'outil qui guide le collaborateur. Exactement. En fait, c'est nous ce qu'on appelle le cross-boarding, mais bon, il y a différents noms qui le décrivent. Mais du coup, en effet, c'est accompagner le collaborateur sur son nouveau poste. Donc, ça peut être un passage potentiellement sur un poste de manager, mais ça peut être aussi le passage d'un site à un autre ou potentiellement le passage d'un département à un autre. Et du coup, on va le guider étape par étape sur tous les aspects qu'on peut imaginer, Mm. soit administratifs, les choses à faire. Enfin, voilà, tout ça, on va essayer de le détailler un petit peu tout à l'heure. Euh, Après, peut-être en amont de cette phase-là, je crois qu'il y a plutôt du coup la partie identification des bons profils. Et donc, peut-être, du coup, toi, Thibaut, je te retourne un peu la question, savoir comment la donnée RH aujourd'hui, en amont du coup de cette validation de mobilité Mm. interne, comment on arrive à éclairer la détection des potentiels et quelles données on va justement analyser peut-être pour faire en sorte d'identifier des personnes qui sont en mobilité. Et c'est une grande et vaste question. Je pense que le premier point, c'est que il faut qu'on soit ouvert en tant que direction RH et en tant qu'entreprise sur ce sujet-là. Si on commence à se dire, on ne saura pas trop quoi en faire et on ne cherche pas à aller trouver cette information auprès des collaborateurs, faut pas s'attendre à ce que derrière, ben, on puisse trouver cette information. Donc, quand on parle de structurer notre détection un petit peu des talents, etc., ça passe d'abord par les bons processus RH autour du feedback, de la gestion de la performance et du développement collaborateur. Euh, Très concrètement, pour pas rester dans des trucs trop abstraits, ça veut dire avoir un bon process d'entretien annuel, semestriel si on peut le faire, avoir des process de people review, je vais en parler après parce que c'est sûrement l'outil le plus puissant pour faire de la détection sur de la mobilité. Mais on peut commencer déjà avec de l'entretien annuel et avoir aussi non seulement le bon process, mais avoir le bon outil pour structurer ce process. Et au sein de ce process, avoir le bon modèle de questions, on va dire. Nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup avec nos clients quand ils arrivent chez Elevo, c'est de rechallenger aussi le format de leur questionnaire. Parce qu'en fait, il faut aussi inviter nos collaborateurs à avoir ces discussions sur leur envie de mobilité, etc. Et en fait, c'est pas parce que on va pas imposer, mais c'est pas parce qu'on va rajouter ce point de discussion lors des entretiens annuels que tout à coup tout le monde va changer de job et que toutes les équipes vont être perturbées, etc. Il y a plein d'entreprises qui disent ah je suis pas sûr que de vouloir avoir cette discussion parce que on n'a pas forcément envie que les gens que tout le monde bouge, etc. Mais en fait, on prend un peu le problème à l'envers. C'est pas parce qu'on a la discussion que tout d'un coup, il faut répondre à toutes les attentes. Par contre, en tant qu'employeur, en tant que manager, ne pas savoir et rester dans le flou sur ce sujet de est-ce que mon collaborateur a des aspirations, est-ce que ça l'intéresserait, et ben c'est là après où on a un petit peu des œillères et qu'on a du mal à identifier euh, les personnes qui le souhaiteraient de la mobilité ou qui pourraient y être intéressées, et identifier aussi les personnes qui performent, etc. Donc, je pense que, comme beaucoup de sujets RH, malheureusement, tout est très, très lié. Alors, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Donc, il y a quand même la bonne donnée RH, elle passe d'abord par les bons process et les bonnes discussions et les bons formats. Donc ça, c'est une première partie. Et après, sur la structuration, nous, ce qu'on a vu, et là, je vais donner quelque chose de très concret. Peut-être ça s'applique pas directement dans votre entreprise, mais ce qu'on a vu comme très, très fort pour structurer la mobilité, c'est l'exercice des people review. Ouais. Parce que l'exercice des people review, on peut poser des questions très précises, qui vont être répondues souvent par le manager. On va pouvoir noter la performance d'un collaborateur, son potentiel, éventuellement aussi ses aspirations à la mobilité, ses risques de départ, son impact du départ, enfin, tout un tas de critères. Et en faisant cet exercice, on arrive avec de la donnée qui devient très, très exploitable pour identifier ben,
quels sont mes forts potentiels à risque de départ? Ça, c'est exactement les personnes à qui il faut que j'aille parler de mobilité. Quelles sont les personnes qui elles-mêmes me parlent de mobilité? Dans ce groupe-là, je vais avoir ceux qui sont performants et à qui il va falloir avec qui je travaille, mais ceux aussi qui ne sont pas performants. Là, la discussion, elle est un peu différente. La Mm. discussion, elle est, est-ce qu'ils sont pas performants parce qu'ils sont au mauvais endroit et la mobilité est une solution? Ou est-ce qu'ils sont pas performants un petit peu tout court, si j'ose dire, même s'il faut toujours regarder plus loin? Et dans ce cas-là, la mobilité serait une anti-solution. Parce que si on commence à avoir la mobilité, mais que ça devient juste déplacer nos éléments un petit peu moins performants, je peux vous assurer que personne dans l'entreprise sera très très content de ce qui se passe avec la mobilité. Euh, donc, Donc, le faut manager pas a que la une mobilité en cache un autre, le hein. Cache manager un a un autre rôle problème. central, en tout cas, dans ce que tu décris. Exactement. Et du coup, c'est un travail main dans la main entre le manager, enfin, les managers et les ressources humaines. En gros, c'est ce que tu préconises. C'est ce qu'on préconise et surtout, en fait, il faut aussi former ces managers dans ces discussions-là, les former et les pousser à avoir ces discussions. Et il faut avoir deux niveaux de lecture. Il y a le niveau un petit peu micro au niveau d'un collaborateur donné. Donc ça va être plus un exercice d'entretien annuel, de feedback, etc., où le manager collaborateur vont avoir ces discussions. Il faut arriver à remonter aussi à un niveau macro où on va pouvoir agréger de la donnée sur l'ensemble de nos collaborateurs et dire, dans mon entreprise, montre-moi tous les collaborateurs qui expriment un souhait de mobilité et qui sont performants. Je suis une entreprise de 400 personnes. Ah, voilà, j'identifie 25 personnes. Et ben ça, c'est déjà un groupe sur lequel je peux commencer à travailler, commencer à retourner voir les managers, à avoir les discussions. Donc ça, c'est une phase importante et je pense qu'il faut être assez à l'aise de naviguer du très très micro, à parler d'un projet professionnel pour un collaborateur, au plus macro de on a des besoins en tant qu'entreprise, où sont les talents dans l'entreprise que je pourrais aller voir. Très bien. Il y a une question de Sophie sur le chat qui pose, faut-il nécessairement avoir une grille de compétences à jour pour détecter les potentiels? Ou peut-on démarrer autrement? Ça, c'est une très bonne question. Euh, on peut démarrer sans. Bien sûr, en fait, comme tout en RH, je dis pas qu'il faut ajouter des processus et tout le temps rajouter des choses. Parfois, quand on enlève des choses, on s'en sort mieux. Mais bon, la grille de compétences fait pas partie des choses qu'on enlève et ça va mieux. C'est plutôt un truc, quand on le rajoute, on gagne pas mal. Pour autant, la discussion sur le potentiel, elle peut avoir lieu entre un manager et un RH sans forcément qu'il y ait une grille de compétences. Le problème, c'est que ça sera plus difficile d'articuler la discussion parce qu'on n'aura pas de point concret sur lequel s'appuyer. On aura moins d'exemples pour qualifier pourquoi on dirait que c'est du potentiel ou non par rapport aux attentes de l'entreprise, parce qu'on n'a pas fait ce travail un peu de définition. Mais ça n'empêche jamais d'avoir la discussion. Et c'est ce que je dis aussi à mes clients, c'est parfois il y a un peu une attente de dire on le fera quand on sera plus structuré, on fera des people review quand on fera mieux ce sujet. Donc il y a toujours un peu une attente de on a besoin d'abord de faire tout ça avant de faire ça. Mais la réalité, c'est qu'il y a toujours une première étape à faire et une deuxième. Et l'exhaustivité est souvent un ennemi. Si je fais un entretien annuel et je me dis je vais être exhaustif, je vais mettre 25 questions, je peux vous dire que votre taux de complétion va être très mauvais et les échanges qu'il y auront là-dedans seront pas bons non plus parce que c'est trop lourd. Et ça, c'est mon message que je porte tout le temps. L'exhaustivité est souvent notre ennemi dans nos process RH et, euh, et on peut commencer simple. Donc, on peut tout à fait commencer sans grille de compétences et venir les ajouter petit à petit. Je pense que, enfin, sur l'identification des talents, c'était un petit peu tous les sujets. Est-ce qu'il y avait d'autres choses peut-être que tu voulais traiter autour de l'identification des talents, Alexandre? Ou peut-être qu'on a d'autres questions Ouais, il dans y a le une chat? question de Roland, notamment la dernière, que tu peux voir. La People Ouais, Review je la vois. du manager. Est-ce que le collaborateur doit ou peut être impliqué dans ce processus? Alors, en principe, dans la People Review, le collaborateur n'est pas impliqué dans le processus de People Review. Il est impliqué dans le feedback, dans l'entretien annuel, Ouais. etc. L'idée de la People Review, c'est aussi de faire en sorte que le manager soit libéré, que sa parole soit libérée, parce que cette parole ne sera pas forcément directement entendue par le collaborateur. Pour un manager, c'est pas forcément évident de dire à son collaborateur, je pense que cette personne n'a pas de potentiel. Et c'est pour ça que l'exercice de People Review, il a aussi besoin d'être fait sans le collaborateur aujourd'hui. Et je ne connais pas d'entreprise qui font de la People Review, le collaborateur est au courant.
au maximum, éventuellement, une fois qu'on a fait, en fin de people review, on se dit, bah, peut-être là, j'ai un groupe de talents ou de futurs leaders dans mon entreprise. Peut-être que ces gens-là sont informés qu'ils ont été identifiés, mais ils n'ont pas le détail du process, etc. Ok. Donc là, on a parlé de l'identification des bons profils. Mm. On parle aussi, dans cette partie-là, on voulait parler aussi au bon moment. Donc en gros, savoir Ouais, détecter du coup, les profils en mobilité. Et après, il y a aussi exactement. une gestion du timing. Est-ce que tu as des recommandations, toi, sur est-ce que c'est un process qui se fait sur quelques semaines, quelques mois? Est-ce que tu saurais, tu vois, donner des billes sur un peu comment on gère un peu un process de mobilité interne? Alors, du coup, là, on parle peut-être plus sur notre expérience d'entrepreneur Ouais. et de gestion des équipes, mais du coup, nous, on a eu à gérer, je sais, certaines situations comme ça, où des collaborateurs souhaitaient passer d'un poste à un autre. Et c'est vrai que ça nous met des fois face à des situations où on doit gérer assez rapidement le recrutement d'un nouveau ou d'une nouvelle personne. Et donc, du coup, c'est vrai que dans nos structures qui sommes peut-être un peu agiles, on est de l'ordre de quelques semaines, quelques mois de mobilité. Je ne sais pas si toi, tu as un retour d'expérience là-dessus. Et on voit un petit peu tout. L'avantage de la mobilité interne, c'est que l'expertise qui a été acquise, elle disparaît pas. Ouais. Bien sûr, même si la personne elle prend un autre job, elle sera plus là pour faire l'opérationnel, mais si on a un manque à un moment d'expertise, ben, on peut toujours rappeler cette personne. Ça, faut pas que ça devienne quelque chose de constant dans l'opérationnel, mais c'est aussi une des grandes forces de la mobilité. Et c'est aussi pareil sur le timing. Quand on est capable de projeter une mobilité d'un collaborateur et de se dire: «Ah, un tel, souhaiterait, travailler sur du produit» et on imagine qu'on va ouvrir un poste produit, mais que c'est que dans 4 5 mois. Ça nous permet aussi une rétention collaborateur, dans notre autre branche, opérationnelle, qu'on n'aurait pas eu autrement. Donc je pense que sur la question temps, il va y avoir beaucoup, beaucoup de cas par cas, mine de rien, Mm. qui vont dépendre des besoins opérationnels et business, du côté où la mobilité, émerge et là où elle atterrit, quoi, Mm. et des enjeux de l'entreprise. Mais, mais ça me donne envie de te retourner une question, pour Ouais. toi, Alexandre. C'est que du coup, on parle de temporalité, mais il y a forcément des moments critiques dans la mobilité, le juste avant, le juste après, comment est-ce qu'on s'organise, et Mm. cetera. Vous arrivez pile, du coup, dans ce cross-boarding pour Ouais. essayer d'accompagner ces moments critiques. Et donc pour toi, quels sont vraiment ces moments-là qui sont les plus critiques Mais oui, à c'est vrai gérer, que quoi? dans la gestion du timing, tu en parlais, c'est important. En effet, il y a toute une phase de off-boarding sur le poste actuel du collaborateur. Donc là, en gros, on a un processus classique d'accompagnement au départ. Donc en gros, c'est mettre en œuvre toutes les démarches administratives. Il y a sécuriser l'existant aussi à travers les processus actuels. Donc, c'est bien documenter ce que la personne fait pour qu'il puisse y avoir potentiellement une passation qui s'opère. C'est s'assurer que tous les dossiers soient en ordre au moment du départ. C'est aussi s'appuyer potentiellement sur un livret de passation. Donc, ça, c'est des choses qu'on recommande aussi. C'est d'avoir un mini template en fait, des éléments à passer lorsqu'un collaborateur potentiellement quitte son poste actuel. Et puis, il y a aussi, c'est un moment sur lequel c'est important, même si la collaborateur reste dans l'organisation, d'organiser aussi des, des entretiens de sortie. En gros, faire en sorte de comprendre qu'est-ce qui a bien fonctionné au poste qu'il occupait, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Donc, ça relie un petit peu ce que tu disais tout à l'heure sur Mmh. les feedbacks obtenus dans la People Review, mais en tout cas, c'est intéressant, une fois qu'on a acté cette mobilité, de revenir un petit peu à la pêche aux infos pour savoir un petit peu comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a fait en sorte que le collaborateur reste quelques années potentiellement sur le poste qu'il a occupé, qu'est-ce qui lui a plu, qu'est-ce qui lui a moins plu, et toujours dans une démarche après d'amélioration en continu. C'est des choses qui sont intéressantes à faire au moment d'un accompagnement de départ, que ce soit pour une mobilité interne ou pour quitter l'entreprise. Nous, c'est des bonnes pratiques qu'on recommande, qui sont assez intéressantes. Et puis aussi, voilà, il y a un côté aussi un peu célébration, remerciement qui est important aussi au moment d'accompagnement au départ. Donc évidemment, on ne parle pas là de tous les cas de offboarding, mais en tout cas sur un cas de mobilité interne où du coup, on a identifié potentiellement un collaborateur qui avait
la motivation, l'envie et puis les compétences pour rester dans l'organisation, bah, il faut le remercier à ce moment-là de ce qu'il a pu accomplir sur le job qu'il occupait juste avant. Bah, voilà, célébrer un petit peu ce qu'il a pu accomplir sur les dernières années, sur le poste qu'il a pu occuper. Et donc ça, c'est une première Super. phase pour moi, c'est la partie offboarding, c'est un moment critique, Mm. c'est un sujet important. Et puis, il faut vraiment, pour moi, essayer de faire une coupure la plus grande possible entre les deux postes pour que, même si on sait que des fois ça se fait en transition, etc., c'est vrai que la potentielle charge de travail liée au double poste, entre guillemets, peut faire peur justement à des Ouais. politiques de mobilité interne. Donc là-dessus, il faut essayer au maximum de dissocier les deux, même si évidemment ça reste de la théorie, ça reste de la bonne pratique. On sait que on est tous confrontés à ça, hein, dans l'opérationnel, des fois, ça Ouais. arrive qu'on puisse jouer un petit peu avec ce moment-là qui est un peu charnière, ce qui est tout à fait normal. Et voilà, il faut essayer au maximum de limiter ces deux postes. Et je profite du coup comme on parle de ce moment de transition, on a un deuxième sondage pour vous parce qu'on aime vous faire participer et en savoir un peu plus pour vous, sur vous. Il va s'afficher à votre écran. Et donc, voilà, une fois la mobilité approuvée, comment est-ce que vous accompagnez vos collaborateurs dans leur nouvelle prise de poste? Donc, vous avez plusieurs choix de réponse. Euh, Donc, on a un nous avons un processus procès. clair. Ouais. Aucun processus. Nous avons un processus défini, mais géré à la main. Et c'est du cas par cas, en général, par les managers. Donc, c'est même sondage. On va laisser quelques secondes aussi. C'est pour nous essayer d'avoir un peu plus de matière aussi derrière sur, euh, sur ce sujet. C'est toujours intéressant. Ça marche. On va laisser encore quelques secondes et puis on va passer du coup à la continuité en gros, de la prise de poste opérationnelle. Hein. Donc, dans l'autre moment critique d'une mobilité interne aussi, une fois qu'on a, pour rappel, validé un collaborateur sur nouveau poste. Donc, il y a l'accompagnement de offboarding et dans les parcours, enfin, l'autre étape, évidemment, qui est importante, on discutait aussi, Thibaut, en préparation, c'est bah, le coup, les premiers jours de découverte du nouveau poste. Donc là, en gros, on est sur des mêmes basiques que sur le onboarding de manière classique. Ça fait écho aussi à la question de Roland sur le chat, sur les leviers qu'on peut utiliser pour construire un processus d'onboarding. Bah, justement, on est pile là-dedans. En gros, là, il faut repartir des basiques d'un onboarding. Et des fois, ça permet aussi ces mobilités internes, notamment quand ça fait plusieurs années qu'un collaborateur est dans l'entreprise, bah, de remettre un petit peu les informations euh, essentielles sur bah, l'entreprise, remettre un petit peu au goût du jour potentiellement le collaborateur sur bah, les valeurs, la vision, enfin voilà, repousser un certain nombre de messages comme ça qui permettent qui sont assez classiques au moment de l'onboarding, arrivée d'une nouvelle recrue, mais qu'on peut aussi pousser tout à fait au moment d'une mobilité interne. Et puis, évidemment, il y a des choses qu'on va venir sur lesquelles on va moins insister, mais sinon, il y a pas mal de choses, de bonnes pratiques que nous, on voit qu'on peut dupliquer entre un onboarding et une mobilité interne, que ce soit le suivi dans les formations, que ce soit la notification en amont de l'arrivée dans la nouvelle équipe du nouveau collaborateur qui va rejoindre, la désignation, pourquoi pas aussi d'un parrain qui va accompagner le collaborateur dans cette nouvelle prise de poste, même si euh, potentiellement il est déjà au courant de ce qui se fait. C'est toujours intéressant d'avoir peut-être un parrain dans l'équipe qui va rejoindre pour faire en sorte d'avoir un relais opérationnel ou en tout cas un sujet un peu annexe pour le collaborateur. Évidemment, il y a tous les sujets administratifs potentiellement ou matériels à gérer. Voilà, tout ça, c'est des choses qui viennent se processer et sur lesquelles il y a besoin aussi dans une mobilité interne d'écrire, d'asseoir et pour s'assurer justement que cette prise de poste se passe au mieux et qu'on évite justement ce qu'on disait tout à l'heure, des échecs potentiels liés qui peuvent avoir des conséquences assez importantes de type démotivation du collaborateur ou qui peuvent entraîner des situations compliquées où un nouveau collaborateur arrive dans une équipe, ça ne se passe pas forcément bien, le poste a déjà été pourvu sur son poste initial. Donc voilà, du coup, c'est des collaborateurs, forcément, on ne sait pas comment les accompagner et puis ça peut créer potentiellement des dynamiques voilà, difficiles dans la nouvelle équipe. Donc c'est en effet à la fois identifier, c'est important, et accompagner aussi, Mm. c'est tout un sujet. Ouais. Et en tout cas, c'est un travail qui se fait sur la longueur, hein, on le voit bien. Il n'y a pas d'étape qui est creuse ou moins importante que les autres.
Euh, donc c'est assez important. J'en profite, comme je vois que le temps avance et que je vois qu'il y a quelques questions, Oui. je voulais en prendre quelques-unes. Il y a Jessica qui nous pose une question avec un retour d'expérience surtout. Donc Jessica qui nous dit, nous avons identifié une opportunité de mobilité interne pour un collaborateur, mais qui est arrivé depuis moins d'un an. Donc évidemment, on souhaiterait le faire évoluer, mais nous redoutons que cela génère des frustrations ou des tensions au sein de l'équipe par rapport à des gens qui, j'imagine, sont là depuis plus longtemps, etc. Et donc, est-ce que vous auriez des conseils pour accompagner une telle transition tout en maintenant une dynamique d'équipe saine, etc. Faites qu'un petit peu le dernier arrivé, si je comprends bien, soit celui qui ait les opportunités de développement quand les autres l'ont pas. Est-ce que toi, Alexandre, tu aurais des conseils autour de ça? Comment Alors, tu verrais les choses? on rejoint un peu la question précédente qui était de se dire sur notamment la grille potentiellement d'analyse du besoin sur le poste potentiellement qui pourrait être ouvert et de se dire que bah, si on rend la démarche la plus factuelle et la plus comment dire, analysable possible avec des arguments ou enfin une grille d'analyse que tout le monde peut comprendre, à ce moment-là, je pense qu'on peut rendre cette décision la plus simple possible. Et pour moi, il n'y a pas forcément une histoire d'ancienneté qui peut se jouer, à part évidemment si on est sur deux profils similaires. Mais en gros, pour moi, je pense que pour réussir une mobilité, il faut aussi enfin, la grille d'analyse et en tout cas de correspondance entre le profil recherché et du coup le poste à pourvoir, c'est ça qui va permettre justement d'identifier le bon ou Mm. la bonne collaborateur Ouais. pour le poste. Donc pour moi, en se basant sur ça, on pourrait réussir à gérer cette situation et montrer factuellement que potentiellement, une personne qui arrive depuis moins d'un an, elle peut du coup couvrir ce poste euh, en Donc interne. vraiment une vision, d'avoir le plus d'objectivité possible Exactement. et le plus d'explicabilité auprès des équipes aussi. Euh, Forcément, si vous vous sentez pas à l'aise d'être incapable d'expliquer pourquoi lui et pas les autres, c'est là où ça peut être un peu difficile. Si par ailleurs les critères sont très clairs, la performance est très claire et que de votre côté, il y a de l'explicabilité, je pense qu'il faut pas avoir peur aussi d'avoir cette transparence de l'explicabilité, du pourquoi, du comment. Euh, Ça peut, à mon avis, que motiver les autres à se dire, bah, en fait, c'est ça qu'il faut faire et ça définit clairement les attentes Mm. et qu'est-ce qui fait que eux aussi pourraient obtenir des mobilités plus tard de la même manière. Exactement. Tu nous as parlé un petit peu d'entreprises qui réussissaient leur mobilité. Est-ce que moi j'ai quelques exemples, je pense que peut-être on peut partager un petit peu des exemples autour de Ouais. ça, de quels sont vraiment les bonnes choses qu'on a vues autour de la mobilité, peut-être celles qui sont un peu plus critiques, etc. Vous donner quelques exemples concrets. Et j'ai vu qu'il y a quelques questions sur la People Review, donc j'y reviendrai après, que je pense que c'est intéressant, même si c'est un peu moins le sujet d'aujourd'hui, vu que c'est un exercice à part entière, la People Review. Mm. Mais bon, comme la mobilité touche de près, j'y reviendrai. Euh, Nous, les entreprises où on a vu, euh, j'ai récemment vu l'ancienne DRH du groupe SFR, qui, à l'époque où il travaillait en tout cas, fonctionnait très très bien sur la mobilité. Et on avait eu ces discussions, et en fait, ce qu'ils avaient mis en place avant même d'avoir les process, les outils, etc., c'était vraiment une communication autour de la mobilité pour créer cette culture de la mobilité, pour créer ce sentiment que la mobilité est une bonne chose, que c'est OK, qu'il faut le faire, et de valoriser et les collaborateurs qui font de la mobilité et les managers qui laissent aussi partir des collaborateurs en mobilité. Et ça, je pense qu'il faut pas l'oublier, parce que si nos managers peuvent nous aider dans cette démarche, ils peuvent être aussi des freins, en étant moins proactifs, par exemple, pour remonter des besoins de mobilité, ou moins proactifs pour proposer des personnes dans leurs équipes quand il y a des postes stratégiques au sein de l'entreprise, où il y a des personnes qui pourraient être intéressantes au sein de leurs équipes. Et le fait de vraiment valoriser les personnes à travers la mobilité, y compris les managers euh, qui, quelque part, sont grandement responsables d'avoir accompagné un collaborateur, d'avoir permis à ce collaborateur de se développer et de l'avoir.
leur a permis d'aller à la prochaine étape de sa carrière. C'est quand même fantastique. Donc évidemment qu'il faut reconnaître tout ça et d'en parler et d'en faire une politique assez ouverte en disant que nous sommes une entreprise, un groupe, quelle que soit la taille, euh, et nous faisons tout pour retenir nos meilleurs talents et leur offrir les meilleures opportunités. Et c'est ce que j'aime beaucoup dire, même en interne chez Levo, de dire à nos collaborateurs. Moi, mon ambition pour toi, collaborateur, c'est que tu puisses te dire, aujourd'hui, je suis au meilleur endroit, dans le meilleur poste pour ma carrière. Et si demain, c'est un petit peu moins le cas, bah, réfléchissons ensemble potentiellement à des mobilités, à du changement de rôle, etc. Et donc, je pense qu'il faut être assez ouvert sur ces discussions. Voilà, c'était un exemple. Je ne sais Ouais. pas si toi, tu as d'autres choses. Si tu veux rebondir là-dessus, peut-être, Alexandre. Non, mais c'est exactement ce que nous, on voit aussi de notre côté, et notamment sur les entreprises qui ont des forts turnover potentiellement employés. C'est vrai que ça peut être un vrai levier pour réussir à conserver un peu plus d'expertise en interne et éviter peut-être et réduire un petit peu les turnovers, c'est d'avoir une politique claire, évidemment, de mobilité interne. On le voit, nous, avec des acteurs justement qu'on accompagne qui ont des forts volumes d'entrée et de sortie. C'est vrai que ceux qui ont investi aussi sur la politique de mobilité interne, eh bien, ça permet d'améliorer après, au final, les taux de rétention. Donc, c'est en effet des, des- des sujets qui sont importants et qui, je trouve, potentiellement ont vocation à être sous-investis aujourd'hui, en tout cas dans les organisations, et sur lesquels il y a encore pas mal je pense, d'optimisation à aller chercher. Donc, en effet, ce sont des sujets qui continuent à faire leur petit bonhomme de chemin et qui ont vocation, à mon avis, à continuer à perdurer. Parfait. J'en profite parce que on vous avait préparé un super slide sur une petite checklist pour réussir sa mobilité. Oui, Donc, il est temps de sortir vos outils préférés de screenshots et de prendre ça et de garder précieusement. Je pense que Alexandre peut-être, et comme on est passé autour des sujets, donc voilà, bien définir sa stratégie, préparer les collaborateurs, outiller les managers. On en a parlé beaucoup, donc on reprend tout ce qu'on s'est dit, hein, fluidifier les process. Avec des outils de cross-boarding comme Workello, par exemple, accompagner la prise de poste, hyper important, et puis mesurer et ajuster. C'est quelque chose qu'on a peut-être un peu moins dit, mais parfois on aurait tendance à être beaucoup plus intransigeant avec un collaborateur qui vient d'une mobilité interne que d'un collaborateur qui vient de l'externe. mm, Et ça, c'est pas forcément la bonne démarche, même c'est pas du tout la bonne démarche. Euh, Bien sûr qu'on s'attend qu'à ce que le collaborateur qui vient d'interne, il soit plus acculturé à la culture d'entreprise, qu'il y ait plein de choses qui fonctionnent mieux. On va pas lui apprendre à poser ses congés. Pour autant, dans son nouveau rôle, il faut être ouvert et le laisser faire un onboarding comme s'il venait aussi de l'extérieur et pas une pression additionnelle parce qu'il était déjà dans l'entreprise. ouais. Sachant que aussi dans les chiffres pour aller dans le sens aussi de la mobilité interne, il y a des études qui sont sorties aussi auprès des collaborateurs eux-mêmes pour savoir un petit peu comment ils perçoivent ce sujet de la mobilité interne. Il y a une étude qui est sortie par LinkedIn tout récemment qui montre que 63% des collaborateurs préfèrent une opportunité de mobilité interne plutôt que de chercher un nouvel emploi à l'extérieur. Parce que c'est une entreprise qu'ils connaissent potentiellement, c'est une entreprise ils connaissent le métier, potentiellement le secteur d'activité, etc. Donc, en fait, c'est aussi un vrai levier pour vous, voilà, de, sur lequel vous pouvez, on rejoint la fidélisation, mais voilà, en tout cas, ce chiffre-là montre que les collaborateurs aussi s'attendent à avoir de la mobilité interne au sein de leur organisation. Donc, il faut juste maintenant réussir à faire matcher tout ça. Je vais prendre la question de Guillaume sur la People Review, parce que je vois qu'elle a eu pas mal de petits pouces. Il nous dit comment placer le collaborateur dans la bonne box en évitant les biais cognitifs ou managériaux. Alors, je pense que par bonne box, il fait référence, Guillaume, au processus un petit peu, j'ai envie de dire old school, de la nine box. Il consistait à faire une People Review uniquement sur un axe performance potentielle et où on venait directement placer un collaborateur dans la box de son choix. Euh, je pense que ce processus est extrêmement biaisé en effet, et que c'est pas le bon processus pour mener une people review.
Et d'ailleurs, c'est pas comme ça qu'on l'amène avec la plateforme Elevo. La façon dont on mène le processus avec Elevo sur la People Review, c'est d'avoir une liste de questions qui vont targeter un sujet individuel, par exemple uniquement la performance, uniquement le potentiel. Donc, on va se concentrer sur un seul sujet au lieu de se dire, parce que quand on se met dans une box, on va faire deux sujets en même temps, vu qu'on est dans une matrice. Et donc, de simplifier, faire en sorte qu'on pose des questions qui nous amènent à débiaiser un petit peu les réponses. Par exemple, sur quel est l'impact du départ, quelle est la criticité que le collaborateur parte sur les opérations de l'entreprise. Une très bonne question, c'est de demander au manager, si ce collaborateur parte, que feriez-vous? Et ça va de je ferai tout pour retenir cette personne à je serai plutôt soulagé. Et là, vous avez un indicateur assez clair sur les impacts du départ. Et à partir de ça, on crée des dimensions et ces dimensions, on peut les croiser. Et donc là, on peut reconstruire notre Mindbox si on veut. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut travailler avec plus que 2 dimensions. On peut travailler avec 3, 4 dimensions. Et donc maintenant, on va pouvoir voir quelqu'un qui a du potentiel et qui est performant, mais qui est à un risque de départ. Et ça, c'est très différent de pouvoir rajouter ces dimensions. Donc voilà, ça c'est ma réponse sur les biais cognitifs. Je pense que c'est intéressant et c'est vraiment quelque chose qu'on pousse chez Elevo, hein. Et d'ailleurs, ça fait écho aussi à, tu parlais du côté manager. C'est vrai que comment pensez-vous qu'il faut fixer des objectifs de mobilité aux managers pour les inciter à proposer des parcours en interne? Mmh. Ça, c'est la première question qui avait été Ouais. posée par Sophie. Ça, c'est un sujet intéressant qui est lié justement à ce que tu présentais. Je ne sais pas si tu as un angle. Je pense que je sais pas si parce qu'en fait, si on fait un objectif, il faut qu'on mette une target. Donc, Ouais, qu'est-ce qu'on va dire à nos managers? Tous les ans, vous devez au moins avoir une personne qui quitte votre équipe en mobilité et je pense pas que ce soit un objectif viable. En revanche, par contre, on a beaucoup parlé du rôle des managers. Heu, Attendre de nos managers qu'ils soient impliqués sur les sujets de mobilité, qu'ils soient conscients des enjeux, et les objectiver, par exemple, sur le fait que est-ce que tous mes managers ont au moins eu 1 à 2 fois par an, avec tous leurs collaborateurs, une discussion sur leur développement et leur carrière et leurs attentes? mm, C'est des choses aussi qu'on fait, avec l'exercice du manager survey, qui est un 360 feedback, mais uniquement des N-1, on va dire. Et une très bonne question, qui est très pertinente souvent, c'est on demande aux collaborateurs: «Est-ce que vous avez eu dans les 6 derniers mois une discussion avec votre manager sur vos projets de carrière et de développement?» Et là, on va pouvoir objectiver sur ce genre de choses. Donc, heu, donc je dirais non à l'objectif de mobilité pure. Par contre, oui à l'objectif de s'assurer que le manager est impliqué dans cette réflexion, ce process et ces politiques de mobilité. Je crois qu'on arrive à la fin du temps, hein, malheureusement, ouais, même on a un tout petit peu dépassé. Merci à vous. Comme d'habitude, un sujet passionnant. Je pense qu'on aurait pu continuer d'en parler encore pendant 1 heure, Alexandre. Merci à Alexandre, d'avoir co-présenté avec moi merci à aujourd'hui, toi. ce webinaire. Et puis, bah, il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir. Le replay sera disponible. Si vous cherchez des ressources, je sais que Workello, vous créez aussi beaucoup de ressources gratuites, accessibles sur votre site web, et cetera. Il y a un e-book, Exactement. qui est sorti récemment. Pareil sur le site d'Elevo. Donc, je vous invite vraiment à aller sur le site de Workello, le site d'Elevo, nous suivre sur LinkedIn aussi pour voir toutes les actualités. Et ben, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.